Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans La Prolongue, votre rendez-vous podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Darin pour faire cette émission et on se retrouve juste après le jingle. Comme je le disais, aujourd'hui, je suis en compagnie de Darin. On est juste deux, on est sans Ben et sans Guillaume. Comment tu vas, Darin ? Salut Mounir, ça va et toi? Ça va, toujours bien. Alors, comment tu vis ce retour de la compétition? D'ailleurs, avec un petit trophée des champions. Super bien, hein. Je t'avoue que ça m'a manqué, même s'il y a eu des compétitions estivales, ça m'a manqué le football de club. Donc ouais, effectivement, on a commencé par le trophée des champions. Je pense que tu l'as regardé aussi, ou au moins tu as dû voir le résumé. C'était pas un match incroyable, hein, le fait que ce soit en Chine, dans des circonstances un peu pourries en termes de conditions de match, mais bon après au-delà de ça je sais pas si on peut tirer des enseignements déjà, mais voilà, j'ai noté 2-3 trucs. Moi, pour les partisans du PSG, je me dirais que la fin de match où ils ont un peu paniqué, franchement c'était pas très rassurant. J'ai aussi noté que la défense, elle a montré des signes de fébrilité. J'avais parlé la semaine dernière du fait que plutôt que Diallo, moi j'aurais plutôt pris un mec plus expérimenté, parce qu'à part Thiago Silva, c'est assez jeune. Là ça s'est vu, Kérard Diallo, même s'il vient d'arriver, c'était assez fébrile. Meunier aussi fébrile, et Areola qui a fait du Areola, quoi. Il a pas fait d'exploit, et surtout il s'est montré fébrile. T'as l'impression qu'il rassure pas trop sa défense, donc c'est assez inquiétant. Toi, est-ce que t'as regardé un petit peu des images? Comme tu dis, j'ai suivi plutôt en résumé parce qu'on va pas se cacher, moi le PSG je regarde pas, et encore plus quand c'est en Chine. Donc du coup, un stade de Rennes contre le Paris Saint-Germain. De ce que j'ai pu voir, le stade rennais a affiché une belle opposition. Ou plutôt, est-ce que c'est eux qui ont affiché une belle opposition ou le PSG qui a été plutôt fébrile? C'est à voir dans les deux sens. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? C'est la période d'après-match amicaux. Donc du coup, est-ce qu'il manque pas tout simplement des petits automatismes, des petits rodages? L'effectif il a un peu changé, notamment au milieu de terrain avec des Herrera et quelques transferts par-ci par-là. Est-ce que la sauce a déjà prise? Moi j'en suis pas sûr, et je dirais qu'il faut laisser encore un peu de temps. Ouais, c'est sûr. Après, on a vu des bonnes choses quand même, hein. Là, j'ai parlé des mots, des points, un peu des axes d'amélioration, mais t'avais Verratti qui était très en jambes, et là, il est pas toujours comme ça, donc ça fait plaisir. Marquinhos, intéressant évidemment comme toujours, hein. Et le gros point qui a fait plaisir à beaucoup de gens qui suivent pas trop la Liga, c'est Sarabia. Sarabia, il est déjà utile, que ce soit dans les coups de pied arrêtés, dans les courses avec et sans ballon. Il va être utile ce joueur, ça c'est sûr. Et pour parler de Rennes dont tu parlais, une belle opposition, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, ils avaient une équipe assez rajeunie. Et justement, les petits espoirs, ils ont bien osé faire des petits dribbles, etc. Ils n'ont pas eu peur. Alors après, effectivement, ils n'ont pas marqué, et puis sur certaines occasions, ils auraient dû marquer. Des joueurs plus expérimentés auraient sûrement fait la différence. Mais en tout cas, ils ont osé, et c'est une bonne chose. Et puis après, pour terminer sur le stade rennais, je sais pas si tu as vu l'interview d'après-match de Koubek qui annonce son départ en larmes. Ça fait plaisir de voir des joueurs qui sont, attachés à leur maillot. C'est pas juste un employeur, ça se voit qu'il était attaché au club, et ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça, c'est des images auxquelles on n'a plus trop l'habitude, notamment avec la polémique Neymar. Et est-ce que tu as vu l'après-match? On va encore dire que je suis mauvaise langue avec le PSG, patati patata, mais l'après-match sur la photo officielle, quand Mbappé pousse Neymar hors de la photo, certains disent que c'est pour rigoler, que c'est une déconnade un peu. Moi, je dirais que c'est un signe du début de la fin, d'un probable départ. Peut-être que l'effectif marche plus aussi bien qu'avant, peut-être que l'entente n'est pas au top. À voir. En tout cas, comme tu l'as dit, ça fait plaisir de voir Sarabia, surtout que, comme d'habitude, il y a des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de suivre tout le temps. On parle du championnat espagnol, on va pas se mentir, il y a peu de monde qui regarde tout le temps le championnat espagnol en France. Donc du coup, au travers de FIFA, c'est toujours mieux de se faire un autre regard, hein. On va pas se cacher, hein. Ouais, après t'as pas que ça. De toute façon, même si tu regardes un peu la Liga, tu veux pas regarder Séville tout le temps. C'est comme donc Sarabia, même quand tu regardes beaucoup la Liga, si tu regardes pas mal d'équipes différentes, tu vas voir 4-5 matchs de lui dans l'année, ce qui est déjà énorme, mais ce qui est finalement peu pour connaître le joueur par cœur. Donc forcément, comme tu dis, le voir en France, ça va faire en sorte que tout le monde le connaisse et le découvre un peu plus, quoi.
C'est toujours une bonne chose, surtout que beaucoup de gens avaient applaudi son arrivée et ils avaient dit que c'était un bon coup, parce qu'il n'a pas coûté extrêmement cher, je crois une vingtaine de millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc du coup, est-ce qu'il peut faire du Pastore, ce qu'on attendait d'un Pastore au milieu de terrain, en évitant les blessures? Je te laisse me donner plutôt ton avis à toi, vu que tu as l'air d'avoir bien scruté tout ce qu'il a fait. Ouais, bah moi je pense que au-delà du Pastore, je pense que c'est surtout un joueur qui va apporter de l'agressivité, qui va oser prendre des risques et frapper de loin. Personne ne le fait vraiment au PSG, à part Di Maria de temps en temps, mais Di Maria malheureusement quand il le fait, c'est souvent des frappes écrasées. Au moment Sarabia, il aura un peu plus de qualité là-dessus, plus de précision. Sur les coups de pied arrêtés aussi, il sera précieux. Et puis c'est toujours sain d'avoir de la concurrence. J'ai reparlé de Di Maria tout à l'heure. Bizarrement, là, il a vu que Sarabia, il avait un peu le profil, je cours partout, je suis gaucher, etc. Je suis polyvalent. Il s'est dit, bah tiens, il a le même profil que moi, il cartonne. Il est rentré, il a mis un coup franc, donc je pense que ça l'a un peu stimulé et c'est forcément une bonne chose, ouais. Comme tu l'as dit, enfin on remarque un joueur étranger dans son championnat, un joueur qu'on ne connaissait pas. Et en parlant de joueurs qu'on ne connaît pas trop et de championnat étranger, on peut aussi revenir sur une des affiches de la semaine dernière, la Super Coupe d'Allemagne, avec une rencontre entre le Borussia Dortmund et le FC Bayern. Le Bayern qui a perdu Ribéry, qui a perdu Robben, qui doit se reconstruire. As-tu pu voir ce match ce week-end? Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que ça a donné d'après toi? On note tout de même, on l'annonce déjà que Dortmund a gagné sur le score de 2-0. Ils ont récupéré un titre qui leur échappait depuis un petit moment. Donc du coup, qu'est-ce que tu en as pensé toi dans les grosses lignes? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Bah alors déjà dans le match, quand t'as regardé le trophée des champions juste avant, fallait se mettre un peu d'eau sur la nuque parce que c'était pas la même intensité, hein, ça c'est clair. Ah clairement ça picote là. Ouais, ça c'est sûr. Après, comme tu le dis, les départs de Ribéry, Robben, ils étaient là depuis tellement longtemps, ils n'ont pas vraiment été remplacés. T'as Rames aussi qui est parti et qui n'a pas été remplacé. Donc sur les postes offensifs, c'est un peu léger. En dessous derrière Lewandowski, Müller et Kingsley Coman et Genarabi, t'as pas grand monde. Et ça s'est senti quand ils ont dû faire rentrer du 109. Et là, il a fait rentrer Renato Sanchez parce que c'était le joueur le plus offensif qu'il avait sur le banc. Et il a fait une rentrée lunaire en plus. Donc franchement, si tu te dis que là, il faut vraiment qu'il recrute. Même si le petit Davis est, paraît-il, très bon, mais je le connais pas assez. Et ouais, donc un manque de profondeur au Bayern, là où bizarrement Dortmund, tu vois, sur ce même poste, ils ont pas utilisé des mecs comme Brandt ou Hazard qui ont été préservés. Donc ça en dit long aussi sur la capacité qu'ils auront à faire tourner et à poser, à être en haut de l'affiche toute l'année. Donc c'est pas mal. J'ai bien aimé la finition d'Alcacer. Voilà, ça me fait un peu penser dans un registre tout à fait différent, mais sur ce point il est similaire à Cavani, c'est-à-dire que plusieurs fois quand il a dû prendre la balle et essayer de dribbler, d'accélérer, c'est pas trop son jeu. Par contre, si tu lui mets des bons ballons, bah voilà, il monte sa finition, ça c'est une bonne chose. Et sur la déception, si je devais en donner une, sur le plan individuel, c'est Thiago Alcantara. J'ai déjà vu plein de matchs de lui où il est vraiment très très bon, où quand il est au top, pour moi il est un des meilleurs milieux du monde. Et là, sur ce match, il est passé à côté. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a moins les offensifs qui inspirent la peur, du coup les gens se découvrent plus. Après il faut savoir aussi que c'était Dortmund en face, et en Allemagne tout le monde n'a pas le niveau de Dortmund. Mais voilà, c'est un peu ma déception. Toi t'en as pensé quoi du match? Alors moi déjà c'est un des rares matchs que j'ai regardé la semaine dernière. Il était top, il était incroyable, il y avait beaucoup d'actions. Au niveau des buts, beaucoup d'intensité aussi. Plein de fois le Bayern a failli marquer, hein. La balle s'est retrouvée sur la ligne, ça passait pas, le gardien a dû s'employer et faire des pieds et des mains pour l'arrêter. Ouais, t'as vu l'occasion en billard là? Ouais, donc tu te dis putain comment ça rentre pas. Ou même Kimmich, tu sais, quand il dribble tout le monde et qu'il arrive pas à marquer derrière. Ah ouais, c'était fou, hein. Franchement ce match-là, c'est parti à 100 à l'heure, hein. C'était vraiment un plaisir de... Moi j'ai repris le foot avec ce match-là. Enfin, avant ça, j'ai regardé les matchs amicaux de l'OM, donc moi aussi, je me suis mouillé la nuque. C'est carrément un iceberg que j'ai posé sur ma nuque. Et c'était vraiment cool, hein, pour reprendre le foot. Comme dit, Dortmund a très bien géré sa pré-saison. Ils ont fait signer les nouveaux joueurs très vite, très tôt. Ils ont fait venir des bons joueurs, ils se sont renforcés un peu partout. Ils ont liquidé aussi ce qui était en surplus. On a Diallo qui est parti, Kagawa, on a un peu de tout. Ils ont libéré des places, ils ont fait venir d'autres joueurs. Ils ont relancé un nouveau cycle. Et je dirais que c'est très paradoxal avec le Bayern qui, eux,
Au contraire, on dirait qu'ils n'arrivent pas à passer au nouveau cycle. Le coach, il faisait déjà pas l'unanimité. Il n'y a pas eu des recrues au secteur attendu. On parle d'une arrivée de Sané, il me semble, du côté du Bayern. Moi, je dis que c'est le joueur qu'il faudrait à cette équipe-là. Et peut-être que c'est ce joueur qui a manqué dans cette rencontre-là, parce qu'au final, le Bayern, ils ont attaqué pendant tout le match et c'est pas rentré. Et Dortmund, à l'inverse, ils ont dû défendre. Et quand ils ont eu leurs occasions, elles sont directement allées au fond. Donc, du réalisme du côté de Dortmund, un manque de réalisme, ce qui faisait la puissance du Bayern de leur côté. Est-ce que justement il faudrait pas penser à recruter? Il serait peut-être temps, et pas seulement en défense avec Hernandez et Pavard, et sûrement se mettre à la recherche de vrais attaquants, je trouve. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que je disais, un manque de profondeur de banc. Et tu fais surtout, imagine, Lewandowski se blesse en octobre pour 6 mois, tu fais quoi? Ils ont aucun plan de rechange, quoi. Pareil pour Coman, et Coman, on sait qu'il est sujet à beaucoup de blessures dans la saison, même si je lui souhaite pas évidemment parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais s'il se blesse, honnêtement, ils ont pas de plan B, quoi. Et dans un club comme ça fait bizarre, quoi. Ils ont plus rien, c'est ça le problème, ils refusent d'investir fort sur un marché qui demande que les joueurs offensifs aient une grosse valeur. Pas seulement les joueurs offensifs d'ailleurs, quand on voit Maguire, mais bon, ça on reviendra là-dessus plus tard. Mais pour moi déjà, Niko Kovac, il n'avait pas fait l'unanimité. Là, le mercato, il fait pas l'unanimité. Il n'y a pas les recrues qu'il faut. Peut-être que c'est une fin de cycle pour le Bayern. Peut-être que le Bayern va laisser son trône de la Bundesliga cette année. Ils ont failli le perdre la saison dernière. Est-ce que cette saison, ça va arriver? Franchement, je miserais pas mal sur un 8. Mais bon, ça reste encore à voir tout ça. Ouais, et juste pour terminer sur ce match, tu as parlé tout à l'heure des occasions du Bayern qui sont pas rentrées. Et ouais, je tiens à signaler aussi le bon match de Marvin Hitz que j'aime beaucoup. Je l'aimais déjà bien à Augsbourg, j'en parlais souvent sur PK Foot. Et là, il a signé à Dortmund en tant que doublure. Évidemment, là, il a joué parce que Burki n'était pas là, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière, pardon. Et j'espère qu'il en aura un peu plus parce que franchement, pour moi, il est au-dessus de Burki. Mais bon, voilà, c'est un peu mon avis, mais voilà. Peut-être que ce sera lui qui apportera les points manquants pour un titre. En parlant de points manquants pour un titre, on peut parler de Liverpool. Liverpool de la saison dernière à qui il a manqué pas grand-chose pour être champion et qui nous a offert une belle entrée en matière avec un Liverpool-Manchester City en première affiche de ce début de saison en Community Shield. Bon, on va pas se cacher, Manchester City a gagné. On aurait tous voulu voir Liverpool l'emporter, je pense. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Oh, pauvre. Si les deux équipes pouvaient perdre, ça m'allait. Axel, si tu nous regardes, sache que c'est Darin qui a dit ça. En tout cas, un match qui a été pour le moins intéressant. Van Dijk qui a subi son premier dribble depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Qu'en as-tu pensé? Qu'en as-tu tiré? Et penses-tu justement que ton Manchester United pourra faire le poids face à ces deux cadors qui ont montré de belles choses dans ce match? Alors, est-ce que Manchester United va faire le poids? J'y crois moyen, voire pas. Mais donc on va pas s'attarder. On va skipper ça, on va skipper. Voilà, on va skipper. Van Dijk qui se fait dribbler, ça pour moi c'est un peu une stat à la con. Bon, bref, je vais pas y revenir dessus. Moi j'ai trouvé, sur la première période, je l'ai trouvé globalement décevante par rapport aux attentes, parce que City a bien endormi Liverpool. Ça s'est beaucoup plus réveillé en deuxième période, avec une grosse fin de match. Je trouve que Liverpool a été mis en seconde justement aussi quand David Silva est sorti et il a été remplacé par Gundogan. Donc David Silva en conservation de balle, on sait que c'est un vrai client, il en perd pas beaucoup, et Gundogan il en a fait pas mal, donc ça a fait pas mal de ce qu'on appelle des turnovers, enfin des pertes de balles quoi. Et ça a failli être fatal à City. Moi j'ai été un peu déçu et ça fait quelques mois que ça dure. Je sais pas, je te laisse me dire ce que t'en penses. Pour moi c'est Mo Salah, je trouve que depuis son titre de meilleur buteur qu'il avait obtenu en première ligue où il avait battu le record sur une saison, je le trouve vraiment trop obsédé par ses stats et t'as l'impression qu'il pense qu'au but. Il y a plusieurs situations où il a forcé le tir, etc. Alors je dis pas qu'il a pas été dangereux, mais d'un côté heureusement quand on a sa qualité, mais il a tiré pratiquement une dizaine de fois et moi ça me gêne, surtout que les situations parfois ne se prêtaient pas à ça et j'ai l'impression que dans sa tête le football de stats a pris le dessus sur le football tout court. Je sais pas ce que t'en penses. On dit souvent qu'un très bon attaquant, c'est un attaquant égoïste, donc un attaquant qui ne voit que le but. Mais comme tu dis, s'il devient obnubilé par ça, si sa seule préoccupation devient individuelle et pas collective, et donc du coup qu'il gâche des possibles occasions pour son équipe,
bah, ça va s'annoncer très mal pour Liverpool pour le reste de la saison. Après, on en est loin de tout ça parce que c'est un joueur qui a de grosses qualités, donc même s'il lui arrive d'être égoïste par moment, je pense qu'il va pas mal se ressaisir. Et d'ailleurs, Ah oui, il il ferait mieux de va, se bien ressaisir. sûr. Il ferait mieux de se ressaisir avec un Sané qui a perdu la finale de la Coupe d'Afrique face à l'incroyable Algérie, cette Algérie qu'on adore tous. Si Sané est pas dedans, si justement il a encore la tête au titre perdu cet été, et si Salah Par contre, enchaîne Mané, hein, mais vas-y. Mané, oh purée, excuse-moi, ça fatigue, hein. Tente ça à 22h. Mané qui a loupé la finale, qui a loupé le coche. Si Salah se met à faire la même en étant trop individuel et en manquant les occasions qu'il procurait à ses coéquipiers les saisons précédentes, et que, si tout revient sur le poids de Firmino, bah, on peut s'attendre à peut-être un coup de moins bien de Liverpool cette saison. Comme dit, on en est loin, parce que ce qu'on a vu sur le terrain, c'était pas mal du tout. Ah oui, non, mais ils ont été très bons. Hein. Mais on sait souvent qu'un titre, ça se perd à base de détails. Et là, peut-être que c'est le détail qui pourrait faire la différence. Mais comme dit, la saison n'a pas commencé, on en est encore loin de tout ça. Et je pense que Klopp, il est capable de régler la mire pour éviter ça. Ouais, je pense tout à fait. Et puis, côté City, moi j'ai trouvé Sterling, bon, au-delà de son but évidemment très remuant. Alors certains vont dire qu'il a mangé la feuille quand il a hésité, qu'il a tergiversé, il savait pas s'il fallait la rendre à Walker ou frapper, du coup il a rien fait, il s'en est pas allé contre le gardien bêtement, mais en tout cas lui il a vraiment une qualité d'appel maintenant qu'il n'avait pas avant, et là-dessus Guardiola lui a fait faire un travail assez formidable. Rodrigo maintenant, mais Rodri pour sa première en Angleterre face à Liverpool, c'est pas facile. Du coup, je l'ai trouvé un peu en galère sur certains moments, même si au final l'entrée de Gundogan te fait relativiser. Lui, il a fait 2-3 pertes de balles. Gundogan en une demi-heure, il en a fait une dizaine, donc ça n'a rien à voir. Mais ouais, Rodri, je l'ai pas trouvé encore bien intégré, mais bon, quand il le sera, ce sera énorme. Et grosse présence de De Bruyne, s'il revient bien physiquement cette année, City sera encore plus fort. De Bruyne, hein, on sait que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de City. Et ils ont été champions plus ou moins sans lui, vu que l'année dernière il a été souvent blessé. Donc s'il est en forme toute la saison, ça va faire très 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 mal. Ouais. Comme d'habitude, du Manchester City, du lourd. Ils nous ont proposé de belles choses. On a donc eu le PSG champion, on a eu Dortmund avec un premier titre, on a eu Manchester City avec un premier titre. Certains verraient ça comme un coup de gueule, d'autres comme un coup de cœur. Darin, cette semaine, je voudrais savoir ton coup de cœur et ton coup de gueule. Je pense que tu as de quoi me donner en stock parce que tu as un avis sur tout, toi. Donc du coup, je suis pressé d'entendre ce que tu as à me dire et je te laisse me raconter ça là tout de suite. Ça marche. Bah alors, alors on va commencer par les coups de gueule, comme ça on finira par une belle note. Coup de gueule, je sais pas si tu as vu, c'est en national, c'est la victoire du Red Star sur tapis vert face au Gazélec. Le Gazélec qui conteste entre guillemets sa place en national, ils considéraient qu'ils auraient dû être en Ligue 2, mais Sochaux finalement a pris la place, etc. Bon, il y a eu un souci administratif, on va dire. Et du coup, ils se sont sentis floués, ils ont fait la grève. Il y a eu un coup d'envoi où ils sont pas rentrés sur le terrain. Du coup, le Restart, ils ont fait en sorte que leur gardien puisse marquer en solo. Puis l'arbitre a arrêté le match et a donné la victoire sur tapis vert. C'est pas le genre de choses qu'on aime voir, nous en tant que fans. Je pense notamment aux spectateurs. Certes, ils ont un peu rigolé sur le coup, mais c'est vraiment dommage. Ça donne une mauvaise image du football. Mais je dis pas que le Gazélec n'a aucune raison de se sentir floué, mais c'est quand même un peu triste. Et un autre coup de gueule, malheureusement, c'est à Fulham en Championship. Fulham a perdu contre Barnsley, bon ça arrive. Et Christie, un joueur, avait sa sœur en tribune, elle s'est fait agresser par des fans de Fulham. Donc ça aussi c'était assez déplorable. Et c'est deux coups de gueule qui sont pas liés au jeu, malheureusement, je préfère parler uniquement de jeu. Mais ça prouve aussi que le football, il y a aussi des à côté, pas que du jeu pur. Et ça m'a un peu saoulé cette semaine. Et pour aller sur les coups de cœur, parce que c'est un peu plus marrant. Alors un premier coup de cœur que toi tu vas pas trop aimer, mais attention. Moi, comme tu l'as dit, je suis un sympathisant de Manchester United. Donc je voulais donner, je vais donner très rapidement un coup de chapeau pour la carrière de quelqu'un qui a pris sa retraite, c'est Patrice Evra. Alors je sais qu'en tant que Marseillais, toi tu le portes pas nécessairement dans ton cœur, je le comprends. I love this game. Mais bon, moi, voilà, il m'a donné, il a fait partie d'une équipe qui m'a donné beaucoup de plaisir pendant des années, donc je le remercie pour ça. Et mon autre coup de cœur, il vient à Chelsea.
En fait, je sais pas si tu as vu, mais le racisme, bah, tu le sais de toute façon, est toujours présent dans le foot. T'as eu la déclaration du président de Schalke, t'as eu les supporters du Zénith qui ont pointé du doigt l'arrivée de Malcolm parce qu'il Ça, est c'est noir. incroyable. Et là, Chelsea a pris des mesures contre un supporter qu'ils sont exclus à vie. Et ils ont suspendu 5 autres supporters, et des supporters à eux évidemment, euh, pendant des périodes qui vont de 1 à 2 ans pour des insultes racistes sur Sterling. Moi j'encourage ce genre de démarche parce qu'au final c'est assez facile d'identifier les mecs et bah voilà, tu les identifies, tu leur dis stop et voilà. Et puis donc bravo Chelsea d'avoir fait cette démarche et j'espère qu'elle sera suivie par d'autres clubs qui sauront débarrasser les stades de ce genre d'individus. Ouais, moi j'avoue que c'est une bonne initiative, surtout quand on a vu certaines vidéos sur les réseaux sociaux des supporters de Chelsea, souvent ils étaient mis en avant pour des chants racistes. Donc pour une fois on tape un bon coup et on espère que ça va se récidiver avec les autres clubs, parce qu'il y en a plein d'autres sur qui ce serait possible de faire le même bilan. Moi de mon côté, niveau coup de gueule, ce que j'ai niveau coup de gueule c'est le mercato. Le mercato, il commence à me gaver un peu parce que quand je vois Maguire qui signe pour 90 millions à Manchester United et de l'autre côté, on a des Patrick Cutrone qui signe pour 20 millions à Wolverhampton ou Moise Kean qui signe pour 25 millions à Everton, ça me fatigue un peu. C'est du grand n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on voit pas tous le même foot. Encore, on pourrait dire que c'est un cas isolé. Mais plein de transferts comme ça n'ont ni queue ni tête. Le marché part un peu en vrac. Je reviens encore sur Maguire. Je sais que tu es fan de Manchester. Je sais pas ce que tu en penses de ce transfert, mais je trouve ça incroyable de payer 90 millions pour un videur de bar. Moi aussi, je peux faire la même chose que lui. Donc moi aussi, je mérite 90 millions. Non, franchement, c'est trop. Et ça cultive une image pour les gens qui regardent pas le foot et qui ont que des bruits de couloir comme ça. Oh, ce transfert a coûté ça, ce transfert a coûté ça. Ça véhicule encore plus l'image du foot, c'est trop d'argent et c'est un système trop corrompu pour qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Et ça ternit vraiment trop cette image et je supporte plus trop ça moi. Bah, je pense qu'au-delà de ça, c'est devenu tellement n'importe quoi de toute façon que c'est même plus médiatisé. À l'époque, je me souviens, t'en parlais, t'avais le journal de TF1, donc le JT, qui te montrait en avant les plus gros transferts et tout quand c'était Zidane, Figo à l'époque, etc. Maintenant, ils en parlent même plus parce que ça intéresse plus tellement ça intéresse plus le grand public tellement c'est devenu fou. Par rapport à Maguire, tu me demandais, moi je trouve que c'est un bon joueur. Après, évidemment, son prix, c'est n'importe quoi. Mais moi, ce qui me chiffonne le plus, c'est que Manchester United, il n'y a même pas 2 ans, en moins de 2 ans, ils ont déjà investi sur Lindelof et Bailey. Donc, certes, Bailey est blessé pendant 5 mois, mais sur Lindelof, t'as Smalling et Jones qui sont là, même s'ils sont pas hyper fiables, surtout en termes de santé, on va dire. Mais en fait, tu te dis, ouais, c'est un peu comme City à l'époque qui empilait les défenseurs à je sais pas combien de millions. Et c'est un peu ridicule parce que ça fait un petit peu comme si ces clubs avaient le droit de se tromper impunément. Et de toute façon, ils empilent les joueurs et ils s'en fichent. Et moi, je trouve que du coup, ça veut plus rien dire, quoi. Ça veut dire qu'un transfert, tu te trompes, c'est pas grave. Et il y en a d'autres, par contre, tu sais très bien que s'ils se trompent, bah, le transfert va leur plomber leur vestiaire pendant un petit moment. Et je trouve que la disparité entre guillemets de moyens fait que c'est un peu injuste, quoi. Et pour repartir sur des gros transferts en Angleterre, je pense que tu as vu Pepe à Arsenal. Alors avant de te demander ce que t'en penses, ouais, du prix ou d'autres, moi je trouve que pareil, tu vois, Pepe Arsenal, Pepe c'est un super joueur, hein, j'ai pas de problème. Mais Arsenal qui mettent autant d'argent sur un joueur, ou certes qui va faire énormément de bien, mais quand tu regardes la défense, tu te dis qu'il y avait peut-être d'autres postes à renforcer avant d'apprendre Pepe, quoi. Non mais ça c'est complètement fou. Pepe il a marché sur la Ligue 1, mais comme on le dit souvent, Pepe il a tout atomisé, mais la Ligue 1 c'est la Ligue 1. Les Anglais ils nous appellent la Farmer League, c'est un peu qu'il y a une raison. Donc du coup Pepe qui écrase la Ligue 1 je veux bien, mais de là à valoir 80 millions d'euros, mais c'est complètement fou, c'est stupéfiant. C'est comme Raphaël Leao qui est parti pour plus de 40 millions, alors qu'il n'a pas disputé une saison complète, ni eu des stats faramineuses. Et à côté, on voit Moise Kean, Cutrone et tout ça qui part à droite à gauche. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ouais, mais de toute façon, ouais. En parlant de folie, United, ils ont signé un jeune qui est passé de Monaco, qui avait fait sa formation à la CVB. C'est un club que je connais bien, c'est juste à côté de chez mes parents, à Boulogne-Billancourt, notamment. Et il a 16 ans, le gamin, il a jamais joué avec Monaco en pro. Et
ils l'ont pris 10 millions, quoi. Donc tu te dis que de toute façon, je pense que faut se faire une idée, que tu vois, qu'il n'y a plus trop de, comment dire, de logique dans le marché, tu vois. 10 millions, c'est à peu près le prix que Leverkusen a pris pour avoir Amiri, qui est un excellent joueur de Bundesliga. Euh, et tu le compares à un joueur de 16 ans qui a jamais joué en pro. Je pense que malheureusement, en fait, il faut même plus regarder les chiffres et se dire est-ce que c'est un transfert qui apporte sportivement ou pas. Et nous, malheureusement, en Ligue 1, bah, surtout toi qui aimes bien l'OM et qui peut voir pas beaucoup de transferts arriver, on fait attention forcément aux moyens, parce que tu te dis bah purée, avec tant de budget, il faudrait renforcer ça, tel poste, et on pourra pas. Mais il y a d'autres clubs qui s'en fichent, quoi. Et ouais, pour parler de transfert sans parler d'argent justement, Nainggolan a signé à Cagliari pour être auprès de sa femme qui soigne le cancer, et ça c'est aussi un des coups de cœur que j'aurais pu donner. Je te laisse parler d'autres transferts si tu veux, il y en a plein. Ouais, celui-là il était vachement émouvant. Ouais, voilà, c'est ça, et ça fait plaisir, et surtout Nainggolan qui a toujours eu une image. Après son look n'aide pas, mais alors on dit toujours faut pas juger à l'apparence, mais tout le monde le fait. Mais il a toujours une image de con, quoi. Tout le monde s'est toujours dit que c'était une tête de con avec les problèmes qu'il a eu avec la sélection, etc. Mais là, le voir faire ça, tu te dis c'est quand même une bonne chose. C'est quand même une bonne chose. Et en parlant de mecs qui n'ont pas forcément bonne presse, qui ont une image controversée, on a eu Saint-Maximin qui est parti de Nice pour Newcastle pour 18 millions. Alors, qu'est-ce que toi t'en penses Pour toi, c'est un flop assuré ou c'est quelqu'un qui peut se révéler en première ligue? Moi, ce que je trouve dingue, c'est que ce mec-là, il a un talent fou, il est intelligent, il en a dans la tête, il a un talent dingue sur le terrain, il est capable de petits exploits. On va pas se cacher, Nice a fait une saison pourrie la saison dernière, et le seul qui a survolé, c'était lui. Toutes les occasions venaient de lui, tout le temps. Il y avait Attal quand même aussi. Attal, mais Attal, il avait eu quelques blessures au cours de la saison, il me semble. Mais il a été bien décisif. Bon. Je pensais que tu allais préférer Attal, toi, en tant que voilà. Attal, moi je l'adore, mais Saint-Maximin, t'imagines même pas tout ce que j'aurais pu faire pour qu'il vienne à l'OM, hein. J'aurais adoré. Et justement, il a un talent fou, mais je trouve que c'est une erreur dingue d'aller à Newcastle, surtout quand on voit le destin des Français à Newcastle. Franchement, quitte à rester un an de plus ou à prendre une autre destination, un petit club en Allemagne ou quelque chose comme ça, n'importe quoi aurait été mieux que Newcastle. Moi, je pars du principe que quand on est français et qu'on commence à percer, le pire endroit où aller, c'est Newcastle. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Vu les compliments que tu donnais sur Saint-Maximin, je me suis dit tiens, on va pas être d'accord, mais ouais, moi aussi je sens le flop arriver. Newcastle, c'est une équipe qui a pas beaucoup de certitude, et Saint-Maximin, je le vois pas s'éclater là-bas. Malgré son talent, je trouve que il complique trop son jeu. Parfois, il dribble trop, il tente trop les dribbles, et ça peut marcher dans une équipe qui domine, etc. Et à qui tu seras le facteur X un petit peu. Mais ouais, l'instar d'un Ousmane Dembélé avec le Barça, c'est un peu comme ça. Voilà, exactement. Mais là, dans une équipe qui domine pas et qui est en panne de certitude, bah t'es juste un mec qui perdra des ballons. Et quand t'as pas beaucoup de ballons déjà, c'est plus difficile. Donc ouais, je pense pas qu'il réussira. Et comme tu le dis, un plan de carrière c'est hyper important, et c'est important de pas griller les étapes. Je pense à Rudy qui retournait à Hoffenheim, qui était allé au Bayern, qui avait raté, qui était à Schalke et maintenant qui retourne à Hoffenheim. Où il y a Rode aussi qui est à Francfort, qui a signé à Francfort, qui a aussi tenté sa chance au Bayern sans réussir. Donc ouais, comme tu le dis, au final, un plan de carrière c'est quand même hyper intéressant, et comme tu le dis, ouais, il y a vraiment des endroits où il faut pas aller. Là, tu parlais de Newcastle quand t'es un Français qui commence à percer. Moi, par exemple, si j'étais un Français et que je jouais dans un petit club de Ligue 1, vu le contexte, j'irais pas à Nantes, par exemple, tu vois. Ah, clairement, oh là là. À éviter, à esquiver, à partir loin. On va éviter ça. Ouais, non, clairement, bah oui, avec ce qui se passe, là, ils ont Veit qui est parti. Et t'as aussi, ils ont essayé, je crois, un ticket avec Luis Fernandez, etc. Enfin, et de toute façon, tu sais qu'avec Kita, les entraîneurs, ils durent pas 6 mois de toute façon. Donc ouais, typiquement, j'avais vu une rumeur avec Gattuso à Nantes. Franchement, l'explosion que ça va donner. Si ouais. Ça devait arriver, je pense qu'il atomiserait tout le staff. Ouais, je pense, ouais, mais de toute façon, je vois même pas l'intérêt de Gattuso d'aller là-bas. Et ouais, bah, par rapport au plan de carrière, etc., moi je trouve que celui qui gère bien pour l'instant, c'est Aguilar, qui a priori est très très proche de Monaco,
qui va remplacer Sidibé qui est envoyé en prêt à Everton. Donc Celui de Montpellier. Ouais, exactement. Mm. Et donc je pense que lui il a un petit coup à jouer, surtout que si Sidibé s'impose pas à Everton en équipe de France en doublure de Bavard, et si Aguilar réussit bien à Monaco, il a un coup à jouer. Donc tu vois, moi typiquement je trouve que c'est les transferts, en tout cas sur le papier, qui ont tout pour être des transferts intelligents quoi. Ouais, bah, au rayon des transferts intelligents, on a Saint-Etienne qui a battu tous les records à ce niveau-là. C'est incroyable ce qu'ils font depuis le début. Je sais pas si leur cellule a changé, mais c'est le carrément. plus beau recrutement depuis le début de l'été. Hein. Bah, on en avait déjà parlé la semaine dernière avec Guillaume. Et là, ils ont ajouté en prêt Aoulou qui. Ouais, l'ancien de Strasbourg qui avait fait une très belle saison quand il était monté avec Strasbourg. Bah oui, en plus, toi, t'as dû le suivre un peu plus particulièrement, je pense. Mais, Ah ouais, il était incroyable, hein. Il était énorme. Hein. À Strasbourg, il a déboulé au milieu, il a tout ratissé, il nettoyait tout, il était ultra propre. Hein. Mais quand il a signé à Monaco, on s'attendait à ce qu'il joue pas. Mais là maintenant à Saint-Etienne, oh là là, ça va faire des choses incroyables. Si lui il récupère et que c'est Boudbouz qui relance, oh là là, Saint-Etienne ça peut jouer le top 3 je pense. Hein. Sans aucun problème. Le seul truc qui manque vraiment, je dirais, c'est le coaching, avec le départ de... Comment il s'appelait Gasset. De Gasset, ouais. Le coaching, je pense que c'est ce qui manque le plus. Mais s'ils avaient Gasset plus les recrues actuellement, je pense que... Waouh. Peut-être qu'il leur manque un vrai buteur aussi, je pense, parce que Kazri, Boudbouz, ça joue vachement bien au ballon, mais il manque vraiment peut-être un tueur qui peut mettre une vingtaine de buts. Mais ceci dit, ouais, en tout cas, fatigue un peu. Ouais, c'est ça. Et puis mine de rien, faut pas sous-estimer l'intérêt d'avoir un buteur. Je pense notamment, tu vois, quand là j'ai vu que Santini était parti en Chine. Bah au final, Santini, tout le monde se foutait de sa gueule en Ligue 1 parce que voilà, il est un peu rustre, etc. Mais quand depuis ils ont essayé Linga, Bovu, Bamou, Crivelli, il y en a aucun qui a aussi bien marché que Santini et par résultat ils sont en Ligue 2 maintenant quoi. Donc c'est quand même important d'avoir un mec qui peut scorer et faire que ton 0-0 tout moche devienne une victoire. Et je pense que c'est ce qui va manquer à Saint-Etienne pour être sur le podium. Après je me trompe peut-être, hein, parce que ça me semble très ouvert cette année, mais... Tu prêches à un converti là, parce que tu parles à un mec qui a vécu avec Mitroglou et Germain pendant 2 ans. Hein. T'en fais pas. L'importance d'un buteur, je la saisis très fort, très très fort. Bah d'ailleurs je pense qu'on peut être pas loin de conclure parce que il y a plein d'autres transferts, hein, on va pas tout parler, mais ouais, on va éviter de parler de Benedetto et tout ça. Ah, tu veux pas en parler? Ouais, franchement, je t'explique, on a tellement flairé des mauvais coups que, allez, j'ai même pas envie d'imaginer, d'espérer ou de parier. Je suis très joueur, hein, tu me connais bien, hein, mais là j'ai... Même toi t'as pas envie. Voilà, franchement, en me connaissant, même toi t'es surpris hein, que j'avais pas misé. Hein. Ah bah grave. Non, franchement, même Chabrol, j'ai plus confiance en lui que Benedetto, j'y crois plus trop. Pour moi, Jacques Hérault et Zubizarreta, ils ont pas de flair, ils savent pas viser un attaquant. Donc on va espérer. Si ça marche, bah tu pourras m'appeler Gilet jaune. Je serai le premier qui retournera sa veste, mais franchement, j'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir là-dedans. Surtout tant qu'on a ma vie, de toute façon, même si on signe Messi, ça sert à rien. T'exagères. Mais ouais, bah attends. Ah oui. Et pour vraiment finir, et après je pense que moi j'aurais fait le tour sur les transferts, bon en tout cas sur les transferts sur lesquels je pourrais parler. On bouclera après cette prochaine recrue. J'ai bien aimé, alors pour leur choix de carrière, voir des Dani Alves ou Juan Fran à la Sao Paulo, juste après De Rossi qui va en Amérique du Sud aussi, je trouvais ça sympa. Sinon j'ai également je suis curieux de voir ce que Prince Boateng va donner à la Fiorentina. Et enfin, dans le transfert où je me suis vraiment dit que tout pouvait arriver, c'est Saïd qui a signé à Toulouse. Mais au-delà de ça, il a quand même fait la grève pour signer à Toulouse. Ça, j'ai quand même trouvé. Wesley Saïd. Grève pour signer à Toulouse? Ouais, il voulait partir et comme on le laissait pas partir, il a fait la grève pour signer à Toulouse. Donc je me suis dit que, comme quoi l'histoire de grève, ça concernait pas que Griezmann pour aller au Barça, ça pouvait concerner tout le monde. Et qu'il y avait même des joueurs qui pouvaient faire la grève pour aller jouer au TFC. Donc tout arrive. La grève pour aller dans la ville du cassoulet quoi. Waouh, incroyable. C'est ouf. Tout arrive. Peut-être qu'il était avide de beaux jeux. En tout cas, il est devenu la recrue la plus onéreuse de l'histoire de Toulouse pour 7 ou 8 millions, je crois.
Donc voilà, après à voir ce qu'il va donner, mais j'ai trouvé ça assez dingue qu'un joueur puisse faire la grève pour signer à Toulouse, et que surtout que la plus grosse recrue de l'histoire de Toulouse, ce soit un mec qui ait mis 9 buts l'année dernière en Ligue 1, quoi. Donc bon, voilà, c'était juste pour chambrer un peu, mais rien de méchant évidemment. En Ligue 1, on rentre dans l'histoire à base de pas grand chose. C'est notre Ligue 1, c'est pour ça qu'on l'aime, notre Farmer League. En tout cas, on arrive au bout de cette émission. Je te remercie pour tout, Darin, pour tes avis, pour ton expertise. Franchement, on s'est bien éclaté ce soir, surtout au niveau du mercato. On a eu pas mal de choses à dire là-dessus. Grave. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, avec le rendez-vous habituel de la prolongue. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao tout le monde! Salut!